La neige tombait doucement sur le village de St. Mary Mead. En cette veille de Noël 1952, Miss Jane Marple, assise dans son salon confortable, tricotait près du feu tout en observant les flocons danser derrière sa fenêtre. À 70 ans, la vieille demoiselle avait vu bien des choses dans sa vie, mais rien ne l'avait préparée au télégramme qui allait bientôt arriver. Le facteur frappa à sa porte à 15 heures précises, apportant une enveloppe jaune qui portait le cachet urgent. Miss Marple ajusta ses lunettes et lut le message avec une attention croissante. « Miss Marple, stop, besoin urgent, votre aide. Stop mort, suspect, au manoir. Ashford, stop venez immédiatement. Stop lady, Constance. Ashford, elle connaissait les Ashford depuis des années, une famille respectable mais tourmentée par des secrets que seuls les murs centenaires du manoir pouvaient raconter. » Sans perdre un instant, Miss Marple plia soigneusement son tricot, appela son neveu Raymond pour qu'il vienne la chercher et prépara son petit sac de voyage. Elle savait d'expérience que lorsqu'une mort suspecte survenait dans une grande demeure pendant les fêtes, les apparences étaient toujours trompeuses. Le manoir Ashford se trouvait à 20 km de St. Mary Mead, perché sur une colline dominant la campagne anglaise. Alors que la voiture de Raymond traversait les routes enneigées, Miss Marple réfléchissait à ce qu'elle savait des Ashford. Lady Constance était une femme fière et autoritaire, veuve depuis 10 ans. Ses 3 enfants, maintenant adultes, avaient chacun leurs propres problèmes financiers et personnels. Il y avait aussi le personnel du manoir, loyaux serviteurs qui connaissaient tous les secrets de la famille. Le mystère qui l'attendait au manoir Ashford allait se révéler être l'un des plus complexes qu'elle ait jamais rencontrés. Entre les rivalités familiales, les héritages disputés et les vieilles rancunes cachées sous le vernis de la respectabilité, Miss Marple devrait utiliser toute son expérience et son intuition pour démêler les fils de cette énigme mortelle. Le télégramme de Noël n'était que le début d'une enquête qui allait secouer les fondations mêmes de cette noble famille. Chapitre 1. L'arrivée au manoir. La voiture de Raymond franchit les grilles en fer forgé du manoir Ashford, alors que le crépuscule tombait sur la campagne enneigée. Miss Marple observait la grande demeure georgienne qui se dressait devant elle, ses fenêtres illuminées créant un contraste saisissant avec le ciel gris ardoise. Les jardins, habituellement impeccables, semblaient avoir été négligés ces derniers temps, et une atmosphère de tristesse pesait sur les lieux, malgré les décorations de Noël qui ornaient l'entrée principale. Le majordome, un homme d'une 60aine d'années au visage austère, nommé Stevens, ouvrit la porte avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper. Il accueillit Miss Marple avec un soulagement visible dans ses yeux fatigués. « Miss Marple, Lady Constance vous attend dans le salon. Je dois vous prévenir que la situation est très délicate. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant une émotion qu'il s'efforçait de contenir. Dans le grand hall d'entrée, un imposant sapin de Noël, décoré de guirlandes argentées et de bougies, semblait incongru face au drame qui s'était déroulé. Les portraits des ancêtres Ashford regardaient sévèrement du haut de leur cadre doré, comme s'ils jugeaient les vivants pour leurs transgressions. Miss Marple remarqua immédiatement que plusieurs personnes se tenaient dans différentes pièces adjacentes, chacune semblant éviter les autres avec soin. Stevens conduisit Miss Marple au salon principal, où Lady Constance Ashford l'attendait, assise rigidement dans un fauteuil près de la cheminée. La vieille aristocrate, vêtue d'une robe noire sévère, avait les traits tirés et les yeux rougis par les larmes qu'elle refusait de laisser couler en public. « Jane, je suis si soulagé que vous soyez venue. C'est mon fils aîné, Reginald. On l'a trouvé mort ce matin dans son bureau. » Lady Constance expliqua les circonstances de la découverte avec une voix contrôlée mais tendue. Reginald, 42 ans, avait été trouvé effondré sur son bureau à 7 heures du matin par une femme de chambre. Un verre de cognac renversé gisait près de sa main, et le médecin local, le docteur Pemberton, avait d'abord conclu à une crise cardiaque. Cependant, quelque chose dans la scène avait éveillé les soupçons de Lady Constance. « Vous voyez, Jane, Reginald ne buvait jamais de cognac le soir. Il préférait le whisky. Et puis,
il y avait cette étrange odeur d'amandes amères que j'ai remarquée quand je suis entré dans la pièce. Miss Marple hocha la tête pensivement. L'odeur d'amandes amères était un indice classique qui pointait vers une substance particulièrement toxique, le cyanure. Lady Constance continua en expliquant que tous les membres de la famille et plusieurs invités étaient main des présents au manoir pour les fêtes de Noël. Il y avait sa fille Arabella, 38 ans, récemment divorcée et sans le sou, son fils cadet, Geoffrey, 35 ans, peintre raté, criblé de dettes, et la veuve de son frère défunt, Madeleine, avec ses 2 enfants adultes. Plusieurs domestiques vivaient également sur place, dont certains servaient la famille depuis des décennies. Miss Marple demanda à voir le bureau où le corps avait été découvert. Alors qu'elle traversait le couloir, elle remarqua les tensions palpables entre les différents membres de la famille qui se croisaient sans se parler. Chacun semblait porter le poids d'un secret, et Miss Marple savait d'expérience que dans une maison comme celle-ci, les secrets avaient tendance à se transformer en motif de meurtre. Le télégramme de Lady Constance avait été judicieux. Il y avait définitivement quelque chose de très suspect dans cette mort. Le bureau de Reginald Ashford se trouvait dans l'aile est du manoir, une pièce spacieuse, aux murs tapissés de livres reliés en cuir. Miss Marple entra avec précaution, ses yeux perçants balayant chaque détail de la scène. Le corps avait été retiré, mais la pièce restait telle qu'elle avait été trouvée, sur l'insistance de Lady Constance, qui avait pressenti que quelque chose n'allait pas, avant même l'arrivée de la police. Le grand bureau en acajou était encombré de papiers, de lettres et de documents financiers. Miss Marple remarqua immédiatement que plusieurs tiroirs étaient légèrement entr'ouverts, comme si quelqu'un les avait fouillés à la hâte. Le verre de cognac renversé avait laissé une tache sombre sur le sous-main, en cuir vert, et quelques gouttes s'étaient répandues sur un document qui semblait être un testament. Elle s'approcha de la fenêtre et constata qu'elle était fermée de l'intérieur, le loquet en place. La cheminée ne contenait que des cendres froides, suggérant qu'aucun feu n'avait été allumé la veille au soir. Miss Marple se pencha pour examiner les cendres de plus près et découvrit des fragments de papier partiellement brûlés, apparemment les restes d'une lettre. Sur une table d'appoint, près du fauteuil préféré de Reginald, elle trouva une carafe de cognac à moitié pleine et plusieurs verres propres. « Lady Constance, votre fils avait-il l'habitude de recevoir des visiteurs tard le soir dans son bureau ?» demanda-t-elle. La vieille dame réfléchit un instant avant de répondre que oui. Reginald discutait souvent affaires avec différents membres de la famille après le dîner. Miss Marple examina ensuite les étagères, notant les titres des livres et l'ordre dans lequel ils étaient rangés. Plusieurs volumes sur le droit successoral et la finance étaient posés sur une petite table, avec des signets marquant des pages spécifiques. Elle ouvrit délicatement l'un d'eux et découvrit des annotations manuscrites dans les marges, dont certaines étaient soulignées avec véhémence. Le parfum d'amande amère que Lady Constance avait mentionné était encore faiblement perceptible dans la pièce, confirmant les soupçons de Miss Marple. Elle savait que le cyanure agissait rapidement et que la victime n'aurait eu que quelques minutes, voire quelques secondes, pour réagir. La position du corps, effondré en avant sur le bureau, suggérait que Reginald n'avait pas eu le temps de demander de l'aide. En examinant plus attentivement les papiers sur le bureau, Miss Marple découvrit une série de lettres provenant d'une banque londonienne, toutes marquées « urgent » et « confidentiel ». Elles concernaient apparemment des prêts importants et des problèmes financiers que Reginald tentait de résoudre. Il semblait que le défunt avait de sérieuses difficultés d'argent, un fait que sa mère ignorait peut-être. Miss Marple prit mentalement note de tous ces détails, sachant que chaque élément, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, pourrait s'avérer crucial pour résoudre cette énigme. Elle demanda à Lady Constance de faire venir chaque membre de la maisonnée, un par un, pour des entretiens privés. Avant de quitter le bureau, elle jeta un dernier regard circulaire, certaine que cette pièce recélait encore des secrets qu'elle n'avait pas encore découverts. Miss Marple s'installa dans la bibliothèque, une pièce plus petite mais confortable, où elle pourrait mener ses entretiens sans être dérangée. Lady Constance avait accepté de lui accorder toute l'autorité nécessaire
consciente que la police locale manquait souvent de perspicacité dans ce genre d'affaires complexes. Le premier à être convoqué fut Stevens, le majordome, dont la loyauté envers la famille était légendaire. Oh, Stevens entra avec sa dignité habituelle, mais Miss Marple pouvait voir la tension dans ses épaules. « Stevens, depuis combien de temps êtes-vous au service de la famille Ashford ?» demanda-t-elle doucement. « 35 ans, Miss Marple. J'ai commencé comme valet de pied, sous le défunt Lord Ashford. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les posa sur ses genoux. Le majordome décrivit les événements de la veille au soir. Le dîner s'était déroulé à 20 heures, une affaire tendue, où les conversations étaient restées superficielles et polies. Après le repas, Reginald s'était retiré dans son bureau vers 22 heures, comme il en avait l'habitude. Plusieurs personnes étaient venues lui rendre visite au cours de la soirée. D'abord sa sœur Arabella vers 22h30, puis son frère Geoffrey 1 heure plus tard. Et Lady Madeleine, avez-vous remarqué si elle s'était rendue au bureau? Stevens hésita avant de répondre. Oui, Miss Marple, elle est descendue vers minuit. Je l'ai vue traverser le hall en direction de l'aile est. Elle portait sa robe de chambre en soie bleue. Miss Marple nota cette information avec intérêt. Madeleine, la veuve du frère cadet de Lady Constance, vivait au manoir par charité depuis 10 ans. Miss Marple changea de sujet. « Parlez-moi de l'atmosphère dans la maison ces derniers jours. Aviez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Stevens réfléchit longuement avant de répondre. Il y avait des tensions, Miss Marple. Monsieur Reginald avait eu plusieurs disputes au téléphone avec son avocat. Et il y a 3 jours, j'ai entendu des éclats de voix entre lui et Miss Arabella dans le salon. Le majordome révéla également que Reginald avait reçu une lettre mystérieuse le matin de sa mort. Une enveloppe sans adresse de retour qu'il avait ouverte au petit déjeuner. Son visage était devenu très pâle après l'avoir lue, et il l'avait immédiatement emportée dans son bureau. Stevens ne savait pas ce que contenait cette lettre, mais il avait remarqué que Reginald semblait très agité pour le reste de la journée. Une dernière question, Stevens. Qui avait accès à la réserve de cognac? Le majordome parut surpris par la question. Eh bien, la cave à liqueurs n'est jamais fermée à clé, Miss Marple. Tous les membres de la famille et le personnel peuvent y accéder librement. C'est une tradition de Lord Ashford que Lady Constance a maintenue après sa mort. Miss Marple remercia Stevens et le congédia, réfléchissant déjà à ses prochaines questions. Il était clair que plusieurs personnes avaient eu l'opportunité d'empoisonner le cognac de Reginald. Restait à découvrir qui avait un motif suffisamment puissant pour commettre un meurtre, et cette nuit de Noël cachait apparemment bien plus de secrets que ce qu'elle avait imaginé au départ. Arabella Ashford entra dans la bibliothèque avec l'élégance languide d'une femme qui avait connu des jours meilleurs. À 38 ans, elle conservait les traces d'une beauté fanée, ses yeux verts brillant d'une intelligence aiguë, mais aussi d'une amertume profonde. Elle s'assit face à Miss Marple avec un sourire cynique, comme si elle s'attendait à être accusée d'emblée. « Miss Marple, je suppose que vous voulez savoir pourquoi je suis allée voir mon frère hier soir. » commença-t-elle, sans attendre les questions. La réponse est simple. L'argent. J'en avais besoin, et Reginald contrôlait les finances de la famille depuis la mort de père. Sa franchise était désarmante, mais Miss Marple savait que les meilleurs menteurs mêlaient souvent vérité et fiction. Arabella expliqua que son divorce l'avait laissé sans ressources. Son ex-mari, un aristocrate français, avait réussi à garder la majorité de leurs biens grâce à d'habiles manœuvres juridiques. Elle était revenue vivre au manoir 6 mois auparavant, dépendant entièrement de la générosité de sa mère. Reginald était mon seul espoir. Il gérait la fortune familiale et avait le pouvoir de m'accorder une allocation décente. « Et que s'est-il passé lors de votre visite ?» demanda Miss Marple doucement. Le visage d'Arabella se durcit. Il a refusé. Il m'a dit que j'étais une dépensière irresponsable et que je devais apprendre à vivre selon mes moyens. Nous nous sommes disputés violemment. Je lui ai dit des choses terribles, que je regretterai toujours maintenant. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle les retint avec fierté.
Miss Marple remarqua que les mains d'Arabella tremblaient légèrement. « À quelle heure avez-vous quitté le bureau ?» Arabella réfléchit. Il devait être 23 heures environ. Je suis remonté directement dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Ma femme de chambre, Lucie, peut confirmer. Elle m'a apporté une tisane vers 23h30. La jeune femme hésita avant de poursuivre. « Miss Marple, je dois vous dire quelque chose d'important. Quand j'ai quitté le bureau de Reginald, j'ai vu Geoffrey qui attendait dans le couloir. Il avait l'air étrange, nerveux et agité, plus que d'habitude. Il a évité mon regard et est entré précipitamment dans le bureau dès que je suis sorti. » Miss Marple s'intéressa alors à la dynamique familiale. « Parlez-moi de votre relation avec votre frère Reginald. » Arabella soupira profondément. Reginald était l'aîné, l'héritier parfait que père adorait. Il a toujours eu un sentiment de supériorité sur Geoffrey et moi. Mais ces dernières années, j'avais remarqué qu'il semblait stressé, préoccupé. Mère ne voyait rien, mais moi je savais qu'il y avait quelque chose qui le rongeait. Avez-vous une idée de ce qui pouvait le préoccuper? Arabella se pencha en avant, baissant la voix. J'ai surpris une conversation téléphonique il y a 2 semaines. Il parlait d'investissements qui avaient de mal tourné, de pertes importantes. Il mentionnait aussi un nom, quelqu'un appelé Henderson, qu'il semblait craindre, ou peut-être détester. Je n'ai pas entendu le reste de la conversation. Miss Marple prit note, mentalement, du nom Henderson. Une dernière question, ma chère. Avez-vous remarqué si quelqu'un d'autre se dirigeait vers le bureau de votre frère, après votre départ? Arabella réfléchit intensément. Maintenant que vous le mentionnez, j'ai aperçu Madeleine dans l'escalier principal. Quand je suis remonté à ma chambre, elle descendait, et elle avait cette expression déterminée qu'elle prend quand elle veut obtenir quelque chose. Mais je ne peux pas être certaine qu'elle allait voir Reginald. Geoffrey Ashford était l'opposé de son frère aîné en tout point. Petit, nerveux, avec des cheveux longs et des vêtements bohèmes, il donnait l'impression d'un homme perpétuellement au bord de la crise de nerfs. Il s'effondra plutôt qu'il ne s'assit sur le fauteuil, face à Miss Marple, passant ses mains dans ses cheveux de manière compulsive. « Je sais ce que tout le monde pense, » dit-il d'une voix tremblante, « que j'ai tué Reginald pour l'argent, mais je vous jure que je ne l'ai pas fait. Je ne pourrai jamais, même si nous ne nous entendions pas bien. » Ses yeux étaient rouges, et il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Miss Marple observait chaque tic, chaque geste, cherchant à distinguer la sincérité de la manipulation. Geoffrey admit franchement qu'il avait d'énormes dettes. Ses tableaux ne se vendaient pas, et il avait emprunté de l'argent à des gens peu recommandables pour financer son mode de vie à Londres. J'ai été stupide, je le sais. J'avais besoin de 50 000 livres de toute urgence. Les créanciers menaçaient de me briser les jambes si je ne payais pas avant le nouvel an. Et vous avez demandé cette somme à votre frère? Geoffrey hocha la tête misérablement. Oui, hier soir vers 23h30. Arabella sortait justement de son bureau quand je suis arrivé. Elle avait l'air furieuse. J'ai espéré que son humeur serait meilleure avec moi, mais il s'interrompit, sa voix se brisant. Miss Marple attendit patiemment qu'il reprenne. Reginald a été encore plus dur avec moi qu'avec Arabella. Il m'a traité de raté, de honte pour la famille. Il a dit que j'étais responsable de mes propres problèmes et que je devais en assumer les conséquences. Nous nous sommes violemment disputés. J'ai dit que je le haïssais, que je souhaitais qu'il soit mort. « Quand avez-vous quitté le bureau ?» demanda Miss Marple avec douceur. « Vers minuit, je pense. J'étais tellement bouleversé que je ne me souviens pas bien. Je suis sorti en claquant la porte. Reginald était vivant quand je suis parti, je le jure sur ma vie. Il était debout près de la fenêtre, me tournant le dos, refusant même de me regarder. Geoffrey révéla alors quelque chose d'intéressant. Quand je suis remonté, j'ai croisé Madeleine dans le couloir du premier étage. Elle descendait avec ce sourire étrange qu'elle a toujours. Elle portait quelque chose dans sa main, peut-être une lettre ou un document. Je ne lui ai pas parlé. Nous ne nous adressons plus la parole depuis des années. Miss Marple demanda pourquoi. Geoffrey hésita, visiblement mal à l'aise. Madeleine, elle a toujours été une opportuniste. Après la mort de l'oncle Philippe, elle s'est installée ici
et a commencé à se comporter comme si elle était la véritable maîtresse de maison. Reginald la détestait particulièrement. Il disait qu'elle n'attendait qu'une chose, que mère meure pour essayer de mettre la main sur l'héritage par l'intermédiaire de ses enfants. Votre frère avait-il des preuves de ses intentions? Geoffrey secoua la tête. Pas que je sache, mais Reginald était méfiant par nature. Il gardait tous les documents importants sous clé dans son bureau. Il m'a dit une fois qu'il savait des choses sur Madeleine qui pourraient tôt la détruire si elles étaient révélées. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire exactement. Miss Marple remercia Geoffrey et le laissa partir. Alors qu'il atteignait la porte, elle l'appela une dernière fois. « Monsieur Geoffrey, saviez-vous que votre frère avait lui-même des problèmes financiers ?» Geoffrey se retourna, l'air surpris. « Reginald? Impossible. Il était le modèle de la respectabilité financière. Du moins, c'est ce que nous pensions tous. Mais son expression trahissait un doute qui n'avait pas été là auparavant. Lady Madeleine Ashford fit son entrée dans la bibliothèque avec une grâce étudiée. À 45 ans, elle était encore une femme séduisante, aux cheveux noirs soigneusement coiffés et aux yeux d'un bleu glacial. Elle s'installa avec une élégance naturelle, croisant les mains sur ses genoux, le portrait même de la respectabilité. Mais Miss Marple avait appris à se méfier des apparences trop parfaites. « Miss Marple, je comprends que vous deviez interroger tout le monde, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec la mort tragique de Reginald, » commença-t-elle d'une voix douce et contrôlée. « Même si nos relations n'étaient pas toujours harmonieuses, je n'aurais jamais souhaité sa mort. » Son sourire était calculé, et Miss Marple nota qu'elle ne manifestait aucune véritable émotion. Miss Marple alla droit au but. « Lady Madeleine, plusieurs témoins vous ont vu vous rendre au bureau de Reginald vers minuit hier soir. Pouvez-vous m'expliquer le motif de cette visite ?» Un éclair de surprise traversa le visage de Madeleine, rapidement remplacé par son masque habituel. « Je vois que les murs ont des yeux dans cette maison. »« Oui, je suis allé voir Reginald. » Madeleine expliqua qu'elle voulait discuter de l'avenir de ses enfants, Edward et Caroline. Ils ont maintenant 22 et 20 ans. Edward termine ses études à Oxford et Caroline souhaite faire son entrée dans la société londonienne. Tout cela nécessite de l'argent, et en tant que leur tuteur financier, Reginald avait son mot à dire sur les fonds du trust que mon défunt mari avait établi pour eux. « Et comment s'est déroulée cette conversation ?» demanda Miss Marple. Le masque de Madeleine se fissura légèrement. « Pas bien. Reginald m'a accusé de dilapider l'héritage de Philippe au profit de mes enfants. Il insinuait que j'étais une mauvaise mère qui élevait des parasites. Nous nous sommes disputés violemment. J'ai perdu mon sang-froid, je l'admets. » Miss Marple remarqua que les mains de Madeleine serraient maintenant convulsivement son mouchoir en dentelle. « À quelle heure avez-vous quitté le bureau ?» Madeleine hésita une fraction de seconde, de trop. « Vers minuit et demi, je dirais. J'étais tellement furieuse que je ne me souviens pas exactement. Reginald était vivant et en bonne santé quand je suis parti. Il était en train de verser du cognac dans son verre. » Cette dernière information fit dresser l'oreille de Miss Marple. « Il se servait du cognac en votre présence. Vous n'avez pas bu avec lui ?» Madeleine secoua la tête. « Non, je ne bois jamais d'alcool fort. Il a sorti la carafe après notre dispute, comme s'il avait besoin de se calmer les nerfs. J'étais déjà à la porte quand il a commencé à se servir. » Miss Marple changea de tactique. « Votre belle-sœur, Lady Constance, m'a dit que vous viviez au manoir, depuis la mort de votre mari, il y a 10 ans. Cela a dû être difficile de dépendre de la charité familiale. » Une lueur de colère traversa les yeux de Madeleine. « Philippe ne m'a pas laissé grand-chose. Il avait fait de mauvais investissements avant sa mort. Sans la générosité de Constance, mes enfants et moi aurions été à la rue. Pourtant, j'ai entendu dire que Reginald contestait votre présence ici. » Madeleine rit amèrement. Reginald pensait que j'étais une intruse, une étrangère qui profitait de la famille. Il ne comprenait pas que j'avais autant le droit d'être ici que lui. J'étais marié à un Ashford, après tout. Mes enfants portent le nom Ashford. Nous faisons partie de cette famille, que cela lui plaise ou non. Miss Marple posa alors sa question la plus importante. « Lady Madeleine, Reginald aurait-il pu avoir des informations compromettantes sur vous ?»
quelque chose qu'il aurait pu utiliser contre vous? Le visage de Madeleine devint livide. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais sa voix tremblait maintenant, et elle ne pouvait plus soutenir le regard perçant de Miss Marple. Après le départ de Madeleine, Miss Marple décida de retourner dans le bureau de Reginald. Quelque chose la tracassait concernant les fragments de papier brûlé qu'elle avait aperçus dans la cheminée. Avec l'aide de Stevens, elle entreprit de récupérer délicatement les morceaux de papier partiellement consumés, les disposant soigneusement sur le bureau. C'était un travail minutieux qui demandait patience et concentration, deux qualités dont Miss Marple ne manquait pas. Peu à peu, elle réussit à reconstituer une partie du document brûlé. Il s'agissait d'une lettre datée de la veille, écrite d'une main ferme et adressée à Reginald. Le contenu était explosif et révélait des secrets qui pouvaient constituer de puissants mobiles de meurtre. La lettre, signée par un certain Mr. Henderson, menaçait de révéler que Reginald avait détourné une partie importante de la fortune familiale pour couvrir ses propres pertes d'investissement. Si vous ne remboursez pas les 100 000 livres d'ici le 25 décembre, lisait Miss Marple à haute voix, je n'aurai d'autre choix que de révéler vos malversations à votre mère et aux autorités. Voilà donc ce qui tourmentait l'héritier Ashford. Miss Marple continua à assembler les fragments. Une autre partie de la lettre mentionnait Lady Madeleine. Je possède également des preuves que Lady Madeleine n'était pas légalement mariée à Philip Ashford au moment de sa mort, ce qui rendrait ses enfants illégitimes et sans droit sur l'héritage familial. Ce secret explosif expliquait la terreur qu'elle avait lue dans les yeux de Madeleine. Mais ce n'était pas tout. Un troisième fragment révélait une information concernant Geoffrey. Votre frère Geoffrey doit 75 000 livres à des criminels londoniens. Ils ont menacé de s'en prendre à toute la famille si la dette n'est pas réglée. Et concernant Arabella, votre sœur a été impliquée dans une affaire de fraude à Monte-Carlo, information que son ex-mari serait ravi d'utiliser pour obtenir la garde de leurs enfants. Miss Marple s'assit lentement, réfléchissant à ces révélations. Henderson était clairement un maître chanteur qui tenait toute la famille Ashford dans ses griffes. Reginald, en tant qu'héritier et gardien des finances familiales, avait dû être la cible principale. Mais pourquoi brûler cette lettre? Essayait-il de protéger les secrets de sa famille ou cherchait-il à dissimuler ses propres malversations? Elle examina ensuite le testament qu'elle avait remarqué sur le bureau lors de sa première visite. En le lisant attentivement, elle découvrit qu'il s'agissait d'un Nouveau Testament, daté de 3 jours auparavant. Reginald y déshéritait complètement Arabella et Geoffrey, léguant la majorité de sa fortune personnelle à une œuvre de charité. Il ne laissait à ses frères et sœurs qu'une modeste somme symbolique. Ce testament n'avait pas encore été signé devant témoins et n'était donc pas légalement valide. Mais si Reginald avait fait part de ses intentions aux membres de sa famille, cela aurait pu provoquer une réaction désespérée. Miss Marple remarqua également une note manuscrite, agrafée au testament. « Rendez-vous avec Me Whitmore, avocat, le 26 décembre, pour finaliser et signer. » Stevens entra à ce moment avec un plateau de thé. « Miss Marple, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un rafraîchissement. » Tout en versant le thé, il jeta un regard au papier étalé sur le bureau. « Puis-je vous demander ce que vous avez découvert ?» Miss Marple décida de lui faire confiance et lui montra les fragments reconstitués de la lettre de chantage. Le visage du majordome devint grave. « Monsieur Henderson, je me souviens maintenant. Un homme est venu voir Mr. Reginald il y a environ 1 mois. Un individu désagréable, avec des manières sournoises. Mr. Reginald était très agité après sa visite. Il a passé plusieurs coups de téléphone urgents et a demandé à voir les registres financiers de la famille remontant à 10 ans. Cette information confirmait que le chantage durait depuis un certain temps. Miss Marple sirota son thé pensivement, tous les éléments du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. Elle avait maintenant plusieurs suspects, avec de puissants mobiles, une arme du crime probable, le cognac empoisonné, et une victime qui cachait de nombreux secrets, mais qui avait eu l'opportunité et le sang-froid nécessaires pour commettre le meurtre. La réponse, elle en était certaine, se trouvait dans les détails
qu'elle n'avait pas encore complètement analysée. Miss Marple demanda à examiner la cave à liqueurs, située dans les sous-sols du manoir. Stevens la conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une pièce voûtée où s'alignaient des centaines de bouteilles de vin et de spiritueux. L'atmosphère était fraîche et légèrement humide, et l'odeur du bois ancien imprégnait l'air. La carafe de cognac qui se trouvait dans le bureau de Reginald provenait d'une bouteille spécifique, un Hennessy XO de 1920 que Lord Ashford avait mis de côté avant sa mort. Monsieur Reginald était le seul à boire de cette bouteille particulière, expliqua Stevens. Il disait que c'était son lien avec son père. Miss Marple examina la bouteille encore aux 3/4 pleine et nota sa position sur l'étagère, facilement accessible à quiconque connaissait les habitudes de Reginald. Miss Marple fit alors une demande inhabituelle. Elle voulait reconstituer précisément les mouvements de chaque personne la veille au soir. Stevens convoqua tout le personnel de maison dans la cuisine. La cuisinière, Mrs. Baker, confirma que le dîner s'était terminé à 21h30. Monsieur Reginald a pris son café dans la salle à manger, comme d'habitude, avant de se retirer dans son bureau. Lucie, la femme de chambre d'Arabella, témoigna avoir apporté une tisane à sa maîtresse vers 23h30. Miss Arabella pleurait dans sa chambre. Elle était très bouleversée et m'a dit que son frère était un monstre sans cœur. Cette déclaration corroborait le témoignage d'Arabella, mais ne l'innocentait pas pour autant. Le valet de Geoffrey, un jeune homme nerveux nommé Thomas, admit avoir vu son maître descendre vers 23h15. Il avait l'air déterminé, mais aussi effrayé. Quand il était remonté vers 00h15, il était dans un état terrible. Il s'est enfermé dans sa chambre et a refusé de me parler. Thomas ajouta que Geoffrey avait l'habitude de prendre des somnifères pour dormir et qu'il en avait pris une double dose cette nuit-là. Miss Marple interrogea ensuite Caroline et Edward, les enfants de Madeleine. Caroline, une jeune femme élégante mais nerveuse, révéla quelque chose d'intéressant. J'ai vu maman redescendre vers 1h du matin. Je ne dormais pas, et j'étais dans le couloir. Elle avait l'air triomphante. C'est difficile à décrire. Elle fredonnait une chanson, ce qu'elle fait toujours quand elle a obtenu ce qu'elle voulait. Edward, un jeune homme sérieux aux lunettes cerclées d'or, ajouta une information cruciale. Oncle Reginald m'avait convoqué dans son bureau il y a 2 jours. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose sur ma mère, quelque chose qui changerait tout pour ma sœur et moi. Il voulait savoir si je préférais connaître la vérité ou vivre dans l'ignorance. Je lui ai dit que je voulais toujours savoir la vérité. Miss Marple demanda à Edward ce que Reginald lui avait révélé. Le jeune homme devint très pâle. Il m'a dit que le mariage de mes parents n'était peut-être pas légal, que ma mère était peut-être encore mariée à quelqu'un d'autre quand elle a épousé mon père. Il m'a promis de me montrer les preuves après Noël. Mais maintenant il est mort, et je ne saurai jamais la vérité avec certitude. Miss Marple retourna alors dans le bureau de Reginald et examina minutieusement la carafe de cognac. Avec un petit sourire de satisfaction, elle remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu, une légère décoloration à l'intérieur de la carafe, près du fond, suggérant qu'elle avait été nettoyée et remplie récemment. Stevens, quand cette carafe a-t-elle été nettoyée pour la dernière fois? Le majordome réfléchit. La veille du jour où M. Reginald est mort. Je m'en souviens, parce que c'était inhabituel. Normalement, nous la nettoyons 1 fois par semaine. Cette découverte était significative. Quelqu'un avait nettoyé la carafe le jour même du meurtre, peut-être pour éliminer des traces d'empoisonnement antérieur ou pour préparer le récipient pour le poison. Miss Marple demanda qui avait accès au bureau pendant la journée. Stevens indiqua que le bureau restait généralement déverrouillé et que n'importe qui aurait pu y entrer pendant que Reginald déjeunait ou se promenait dans les jardins. Le meurtrier avait eu de nombreuses opportunités de préparer son crime. Miss Marple convoqua tout le monde dans le grand salon ce soir-là. Lady Constance, Arabella, Geoffrey, Madeleine, Edward, Caroline et les principaux membres du personnel prirent place dans un silence tendu. L'atmosphère était électrique, chacun scrutant les autres avec suspicion. Miss Marple se tenait près de la cheminée,
ses yeux bleus perçants examinant chaque visage. « Je vous ai tous réunis ce soir, parce que j'ai résolu le mystère de la mort de Reginald Ashford. » Commença-t-elle de sa voix douce, mais ferme. Cette affaire était particulièrement complexe, car presque tout le monde, dans cette maison, avait un motif de vouloir la mort de Reginald. Mais un seul parmi vous a eu le courage, ou devrais-je dire, le désespoir, de passer à l'acte. Elle sortit les fragments reconstitués de la lettre de Henderson. Reginald était victime de chantage, tout comme plusieurs d'entre vous. Ce monsieur Henderson détenait des secrets sur toute la famille Ashford. Mais Reginald avait lui-même un terrible secret. Il avait détourné une partie de la fortune familiale pour couvrir ses mauvais investissements. Il était désespéré et envisageait même de déshériter ses frères et sœurs. Arabella et Geoffrey échangèrent des regards horrifiés. Lady Constance porta la main à son cœur, choquée par cette révélation sur son fils bien-aimé. Madeleine resta immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. Miss Marple continua. « Plusieurs personnes sont allées voir Reginald hier soir. Arabella d'abord, pour demander de l'argent, puis Geoffrey, pour la même raison, et enfin Madeleine, qui avait ses propres motivations. Mais aucun d'entre eux ne l'a tué, déclara Miss Marple. Le poison n'était pas dans le cognac que Reginald a bu ce soir-là. Le cyanure avait été placé ailleurs, d'une manière beaucoup plus astucieuse. Vous voyez, le meurtrier connaissait parfaitement les habitudes de Reginald et savait exactement comment le tuer sans éveiller les soupçons. Miss Marple se tourna vers Stevens. « Stevens, vous m'avez dit que la carafe avait été nettoyée la veille du meurtre. Qui l'a nettoyée exactement ?» Le majordome sembla mal à l'aise. C'était Mademoiselle Baker, la cuisinière. Elle s'occupe toujours de ce genre de tâches. Tous les regards se tournèrent vers la cuisinière, une femme robuste d'une 50aine d'années qui devint écarlate. « Mrs. Baker n'est pas la meurtrière », rassura Miss Marple. « Mais quelqu'un lui a demandé de nettoyer cette carafe spécifiquement. N'est-ce pas, Mrs. Baker ?» La cuisinière hocha la tête nerveusement. « Oui, Miss. C'était Lady Madeleine. Elle m'a dit que monsieur Reginald se plaignait que son cognac avait un goût étrange et qu'il fallait bien nettoyer la carafe. Je n'ai rien vu de suspect là-dedans. » Un murmure parcourut l'assemblée. Madeleine se leva brusquement. « C'est ridicule. Je n'ai jamais demandé une telle chose. Cette femme ment. » Mais Miss Marple secoua doucement la tête. « Mrs. Baker ne ment pas, Lady Madeleine. Et ce n'est pas là que se trouve le poison de toute façon. Le véritable piège était beaucoup plus subtil. » Miss Marple se dirigea vers une petite table où était posée une boîte de cigares. Reginald fumait un cigare chaque soir après ses entretiens. « N'est-ce pas, Stevens ?» Le majordome acquiesça. « Oui, c'était sa dernière habitude avant de se coucher. Un cigare cubain avec un petit verre de cognac. » Miss Marple ouvrit la boîte et en sortit un cigare. Le poison n'était pas dans le cognac, il était sur les cigares eux-mêmes, appliqués sur l'embout que Reginald portait à ses lèvres. Un silence de mort tomba sur la pièce. Miss Marple continua. « Le cyanure peut être absorbé par les muqueuses de la bouche, quelques gouttes sur l'embout d'un cigare, et la victime s'empoisonne elle-même en fumant. C'est une méthode rare, mais efficace, et elle a l'avantage de ne laisser aucune trace dans la nourriture ou la boisson. » Le meurtrier savait que Reginald fumerait son cigare après les visites de la soirée, probablement pour se calmer les nerfs. Miss Marple se tourna lentement vers Madeleine, dont le visage était devenu livide. « Lady Madeleine, vous aviez le motif le plus puissant de tous. Reginald avait découvert que votre mariage avec Philip Ashford n'était pas légal parce que vous étiez encore marié à votre premier mari quand vous avez épousé Philippe. Cela faisait de vos enfants des bâtards, sans aucun droit à l'héritage familial. »« Vous mentiez !» cria Madeleine, mais sa voix manquait de conviction. Edward et Caroline la regardaient avec horreur. Miss Marple sortit un document de son sac à main. « J'ai télégraphié à un ami à Londres ce matin pour vérifier. Vous vous appeliez Madeleine Cartwright avant votre mariage, avec un certain Thomas Cartwright en 1928. Vous avez fui l'Angleterre en 1932, après que votre mari vous ait battu,
et vous n'avez jamais divorcé légalement. Vous avez ensuite changé votre nom et épousé Philippe sous une fausse identité. Les jambes de Madeleine se dérobèrent sous elle, et elle se laissa tomber sur le canapé. Je n'avais pas le choix. Thomas me brutalisait. J'ai dû m'enfuir pour sauver ma vie. Quand j'ai rencontré Philippe en France, j'ai eu une chance de recommencer. Je l'aimais vraiment. Et mes enfants, mes pauvres enfants. Reginald allait révéler votre secret, continua Miss Marple sans pitié. Il vous l'a dit lors de votre visite à minuit, n'est-ce pas? Il voulait vous voir partir du manoir et dénoncer vos enfants comme illégitimes. Vous avez supplié, pleuré, mais il est là resté inflexible. C'est alors que vous avez pris votre décision. Vous aviez déjà préparé le terrain en demandant à Mrs. Baker de nettoyer la carafe, créant une fausse piste. Madeleine leva les yeux, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Comment avez-vous su? J'ai été si prudente. » Miss Marple expliqua. Plusieurs détails m'ont mise sur la voie. Premièrement, Caroline vous a vu redescendre à 1h du matin, l'air triomphante. Vous étiez retourné empoisonner les cigares pendant que Reginald dormait ou était sorti de son bureau. Deuxièmement, vous aviez accès à du cyanure. Votre père était photographe, et vous m'aviez mentionné lors de notre première rencontre il y a des années que vous l'aidiez dans son laboratoire. Mais la preuve définitive, continua Miss Marple, c'est ce que j'ai trouvé dans votre chambre cet après-midi, pendant que vous étiez au jardin. Stevens m'a aidé avec votre permission, Lady Constance. Elle sortit un petit flacon brun, étiqueté « Ferrocyanure de potassium, danger ». Vous l'aviez caché dans votre boîte à bijoux, enveloppé dans un mouchoir. Vous pensiez probablement le jeter après coup, mais vous n'en avez pas eu l'occasion. Madeleine s'effondra complètement, sanglotant de manière incontrôlable. Je ne voulais pas le faire, mais il allait détruire mes enfants. Édouard et Caroline sont innocents. Ils ne méritent pas d'être punis pour mes erreurs passées. Reginald était impitoyable. Il se fichait de ce qui leur arriverait. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'honneur du nom Ashford et l'argent. Il était prêt à ruiner la vie de mes enfants pour préserver sa précieuse réputation. Lady Constance se leva, tremblante. « Madeleine, comment avez-vous pu? Sous mon toit, à Noël, vous avez tué mon fils. » Mais dans ses yeux, Miss Marple vit aussi de la douleur pour Édouard et Caroline, qui n'étaient coupables de rien. La vieille aristocrate était déchirée entre sa soif de justice pour Reginald et sa compassion pour les jeunes gens innocents. Edward s'agenouilla devant sa mère. « Maman, pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas dit la vérité? Nous aurions trouvé un moyen. » Mais Madeleine secoua la tête. « Il n'y avait pas de moyen, mon chéri. Reginald voulait nous voir partir, vous déshériter. J'ai agi pour vous protéger, même si maintenant je réalise que j'ai tout détruit à la place. » Stevens appela discrètement la police, qui arriva 1 heure plus tard. L'inspecteur Craddock, un homme consciencieux que Miss Marple connaissait bien, écouta son explication détaillée. Madeleine fut arrêtée et emmenée, ses derniers mots étant des excuses désespérées à ses enfants. Lady Constance les prit dans ses bras, leur promettant qu'ils auraient toujours une place au manoir, quelle que soit leur situation légale. Miss Marple resta encore 2 jours pour régler les derniers détails. Elle découvrit que Reginald avait effectivement détourné de l'argent, mais qu'il avait prévu de tout restituer en vendant ses propriétés personnelles. Il n'était pas le monstre que Madeleine avait dépeint, mais un homme fier et malheureux, piégé par ses propres erreurs. L'affaire Henderson fut résolue lorsque la police arrêta le maître chanteur à Londres. Le jour de son départ, alors que la neige tombait à nouveau sur le manoir Ashford, Miss Marple réfléchit à la tragédie qu'elle venait de résoudre. Le télégramme de Noël de Lady Constance avait déclenché une enquête qui avait révélé tant de secrets, tant de douleurs cachées derrière le vernis de la respectabilité. Une famille avait été déchirée, mais peut-être, avec le temps, pourrait-elle guérir? Édouard et Caroline, innocents dans tout cela, méritaient une chance de construire leur propre avenir, libérés des mensonges du passé. Alors que la voiture s'éloignait du manoir, Miss Marple sourit tristement. Un autre mystère résolu, une autre leçon, apprise sur la nature humaine. Les gens faisaient des choses terribles
quand ils étaient acculés, quand ils cherchaient à protéger ceux qu'ils aimaient. La justice avait été rendue, mais à quel prix? Ses pensées l'accompagnèrent sur le chemin du retour vers St. Mary Mead, où son tricot et son feu confortable l'attendaient, jusqu'au prochain télégramme urgent qui solliciterait son aide.